Il y avait bien longtemps que Eugène n'avait pas été embrassé par une femme. Il pensa que tout lui souriait en cette belle journée et repartit confiant vers la place de la gare. Il rôda à la recherche d'un vélo ou d'un scooter que son propriétaire aurait oublié de cadenasser, car c'était sa seule chance. Il s'éloigna plus ou moins au hasard vers l'extérieur de la ville, dans la direction de l'ouest, car c'est vers là qu'il devait aller. Tout à coup, il aperçut, devant la porte d'un immeuble, un vélo simplement appuyé contre le mur. Son propriétaire l'avait sans doute laissé ainsi pour quelques minutes, parce qu'il avait à s'arrêter brièvement chez lui. Eugène hésitait, car il pouvait réapparaître à tout instant. Il se souvint du célèbre film Voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, que son père l'avait emmené voir un jour alors qu'il avait à peine 12 ans. Le voleur en question était un homme du peuple, comme on dit, qui venait de trouver enfin un emploi, colleur d'affiches publicitaires, et avait pu se procurer un vélo indispensable dans ce travail pour se déplacer à travers la ville. Hélas, on le lui volait dès sa première journée de travail. Après l'avoir vainement recherché avec ses amis, il avait cédé à la tentation de voler dans la rue une bicyclette laissée sans cadenas contre un mur. Hélas, le propriétaire était ressorti au mauvais moment, avait alerté les passants en criant, et le héros du film avait été rattrapé par la foule sous les yeux de son fils Bruno, à peine 8 ans. Finalement, les gens l'avaient laissé partir sans appeler la police. Sa honte était immense et il était désespéré de l'exemple qu'il avait donné involontairement à son fils qui pourtant lui conservait tout son amour. Repensant à son père, où qu'il fût, Eugène ne voulait pas se couvrir de honte à son tour. Il s'éloigna, brisé par l'idée même qui avait traversé son esprit. Arrivé en périphérie de la ville, il s'installa discrètement à proximité d'un carrefour à feu de signalisation, espérant qu'un chauffeur, arrêté par un feu rouge, accepterait de le prendre comme autostoppeur. Mais le chauffeur fermait systématiquement sa vitre en le voyant approcher. Par refus d'aider ou par crainte d'être contaminé, difficile à dire. Eugène opta pour la deuxième hypothèse et après 3 tentatives infructueuses, abandonna. Les voitures qui passaient n'avaient pas été nombreuses, lui faisant perdre une précieuse demi-heure. Continuant son chemin vers l'ouest, Eugène arriva devant l'hôpital de la ville. Il n'y avait pas grande animation, sauf à l'entrée des urgences. Il regarda à distance, comme un badaud, l'arrivée de 2 ambulances s'y arrêtant successivement pour déposer un malade sans doute grave, car les sirènes accompagnaient chaque fois l'arrivée de l'ambulance. Le chauffeur et son coéquipier descendaient précipitamment de la voiture, en sortaient le malade ou blessé avec beaucoup de précaution et l'emmenaient sur sa civière à l'accueil des urgences. Et tout à coup, Eugène eut une idée d'une audace inouïe, souvenir d'un film policier. Se cacher à proximité de la plateforme des urgences, attendre l'arrivée d'un véhicule sanitaire et, aussitôt que les 2 infirmiers se rendaient à l'accueil avec leurs malades, sauter dans leur voiture et partir rapidement. Il faisait l'hypothèse que le chauffeur laissait ses clés sur le contact moteur, car c'était plausible. Il se dit que la barrière de sortie des urgences était probablement une simple barrière à ouverture automatique, mais que si elle était actionnée par un gardien, il lui suffirait de mettre en marche sa sirène, si nécessaire, quand il approcherait de la barrière de sortie. Il aurait environ 2 minutes avant que l'on s'aperçoive du vol, plus 5 minutes pour qu'on alerte la police. Le projet était certes audacieux, mais Eugène se souvenait à peu près bien de la région. Sa destination étant au bord de la mer, il n'aurait qu'à prendre des petites routes de campagne qui n'auraient pas la priorité des recherches de la police. D'autant plus que son trajet se terminait par une impasse. Jamais la police n'imaginerait que le fuyard se dirigeait inexorablement vers une issue fermée. Et les choses se passèrent bien ainsi à l'arrivée d'un nouveau véhicule sanitaire
qui était d'ailleurs une berline sanitairement aménagée et non pas une ambulance. C'était beaucoup de chance, car elle serait beaucoup mieux adaptée aux circonstances, Eugène n'ayant naturellement jamais conduit une ambulance. La barrière était bien automatique à la sortie, il n'eut pas même à klaxonner, il était sur l'avenue principale. Le battement de son cœur s'était à peine accéléré, il était devenu un vrai gangster. Enfin, presque. 30 secondes plus tard, il bifurquait pour prendre une petite route en direction de son objectif, vers l'ouest et vers la mer. Eugène était malgré tout inquiet. Pendant une quinzaine de kilomètres, il roula assez vite pour le cas où la police se serait mise rapidement en chasse du voleur du véhicule. Il ne croisa aucune voiture, ralentissant toutefois lorsqu'il traversait un petit village, mais il n'y vit pas d'habitants. L'interdiction de circulation et la limitation sévère de sortie à pied en étaient évidemment la raison. Peu à peu, il ralentit pour pouvoir profiter de la nature qu'il traversait, des champs et des petits bois. Le spectacle était apaisant, d'autant plus qu'un silence total y régnait. Il aperçut à 50 mètres à peine, en bordure d'un champ, une biche plus insouciante que lui et qui le regarda, apparemment sans s'émouvoir. Il traversa aussi une petite forêt, et sa surprise fut grande quand, alors qu'il passait devant une maison isolée, il vit un gros sanglier sortir sans se presser du jardin. Eugène accéléra, peu rassuré, car les journaux mentionnaient régulièrement l'audace des sangliers qui approchaient des habitations et parfois n'hésitaient pas à entrer dans une maison et à la saccager. Tout en roulant, Eugène réfléchissait au rêve incroyable qu'il avait fait une heure plus tôt. Certes, le thème central de la solidarité, supporté par le monde des ONG qui l'admiraient au plus haut point, n'était pas pour le surprendre. Mais la situation irréelle dans laquelle se passait l'action était à la mesure de sa fascination du merveilleux et de son attirance vers le jeu, la surprise, l'inattendu. Eugène avait parcouru une vingtaine de kilomètres et quasi oublié la menace de la police lorsqu'il doubla une femme qui marchait d'un bon pas sur le côté gauche de la route, un petit sac à la main. Elle le regarda sans véritablement d'attention, mais Eugène se dit que le prochain village où elle se rendait probablement était encore à 3 kilomètres. C'était la moindre des choses de lui proposer de monter dans sa voiture. La femme, qui devait avoir 60 ans, accepta en toute simplicité. Le fait que la voiture d'Eugène était un véhicule sanitaire la rassurait peut-être. Elle lui dit qu'elle était la boulangère du prochain village. Son commerce était obligatoirement fermé, mais elle lui expliqua que le mercredi et le dimanche, le matin, elle y faisait entrer des gens du village par une porte de service à l'arrière de sa maison, donnant sur son petit jardin, pour leur vendre du pain et d'autres produits de boulanger qu'il lui commandait par le jour d'ouverture suivant. Elle y installait une dizaine de chaises pour qu'ils ne fassent pas la queue debout. Eugène pensa qu'elle était fondamentalement bonne. Elle était quelque peu en souci et ne put se retenir d'exprimer sa préoccupation. « Lorsque vous vous êtes arrêté pour moi, je revenais de chez une amie assez âgée qui vit seule et peut difficilement se déplacer. Comme je fais assez souvent avec elle, j'étais allé lui apporter des crêpes du jour. Mais elle n'était pas là. Cela m'inquiète, je vais téléphoner à son fils. » « On se fait facilement du souci dans de telles situations, lui dit Eugène. Et bien souvent, il ne s'agit que d'un oubli, d'une erreur ou d'un imprévu. Vous êtes réconfortant et j'apprécie beaucoup. Au fait, aimez-vous les crêpes bretonnes ? Bien sûr, depuis mon enfance. Alors je vais vous donner les crêpes que j'ai ramenées. Il faut les manger sans tarder, sinon elles perdent leur saveur. Vous êtes trop aimable, ça me fait très plaisir. Mais je ne veux pas que vous les mangiez tout seul dans votre voiture. Vous allez vous arrêter chez moi et on va les accompagner d'un verre de cidre. Eugène accepta volontiers, d'autant plus qu'il n'avait rien mangé de la journée. Il gara sa voiture derrière la boulangerie quand ils y arrivèrent et elle lui ouvrit sa porte. Ils s'assirent et la conversation s'engagea tandis qu'elle lui servait ses crêpes dans une assiette
et lui remplissait un verre de cidre.